Salut tout le monde, c'est David, bienvenue sur ma chaîne En route vers l'effondrement. Cette chaîne, dont c'est la première vidéo, va parler, comme son nom l'indique, d'effondrement. On va essayer de l'aborder sous tous les différents spectres possibles. Des fois, ce sera des interviews, des analyses de vidéos, des analyses d'articles de journaux, bref, tout ce qui tourne autour de l'effondrement. Survivalisme, autonomie, collapsologie, etc. Quand on parle d'effondrement, bien entendu, on parle d'effondrement économique, écologique, sociétal, politique, etc., etc. Bref, j'espère qu'en tout cas le contenu va vous plaire. On démarre tout de suite l'analyse des différents articles qui sont sortis sur ce sujet. J'en ai sélectionné un bon petit paquet. On va piocher un petit peu dans les uns et dans les autres. Mais l'objectif, c'est d'essayer de voir comment les médias ont analysé et introduit euh, le fait que ces trois personnes qui ont enlevé la petite Mia, dont je rappelle qu'ils n'étaient que les exécutants et dont la mère était commanditaire, sur l'enlèvement de la petite Mia. Bref, on va partir sur un premier article. Donc, article de RTL. Donc, on va voir comment ils abordent le sujet. Alors, on les retrouve par dizaines de milliers dans les groupes Facebook, à suivre les chaînes YouTube. Leur objectif, se partager des astuces pour se nourrir en toute autonomie, se défendre face à des potentielles menaces. Jusque-là, rien de choquant. Après des dizaines de milliers, c'est bien, c'est qu'on est suffisamment nombreux. En somme, trouver des solutions pour survivre en toutes circonstances et se préparer à d'éventuelles crises, voire un effondrement total dans le futur plus ou moins proche. Jusque-là, ok. Quel est l'objectif final? Le fait de pouvoir survivre en toute situation. Alors déjà, c'est faux. Quand on voit Eleonore Luna, donc qui est animatrice en stage de survie, on ne peut pas survivre en toute situation. C'est absolument fallacieux de dire ce genre de choses. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est dans les situations, on va dire, du quotidien. Toute situation, c'est pas possible. Il y a un incendie dans votre maison, on va dire que si vous êtes pris par les flammes, même si vous êtes survivaliste, vous allez cramer. Il y a, je vais dire une bêtise, hein, il y a une énorme tempête et votre maison est emportée avec vous. Vous ne pouvez pas survivre à toutes les situations. Disons que il n'y a pas d'objectif final. L'objectif, c'est de pouvoir survivre en toute situation. Je pense que moi, ce que je dirais, l'objectif, c'est de pouvoir survivre dans toutes les situations que l'on peut maîtriser et réduire les risques dans les situations que nous ne maîtrisons pas. On ne peut pas survivre à toutes les situations. Bref, c'est un concept qui est sorti il y a plus de 30 ans et qui a progressivement migré. Elle détaillait par ailleurs que ce mouvement lancé autour d'un imaginaire post-apocalyptique aux États-Unis s'était orienté davantage vers une notion de vivre en autonomie en France. Là-dessus, on se rejoint un petit peu, c'est-à-dire que il y a pas un survivalisme, ça on l'entendra souvent, il y a des survivalismes. Il y a les bushcrafters, il y a les autonomistes, il y a les collapsologues. Et bien entendu, en fonction des pays, on voit des choses très différentes. Aux États-Unis, effectivement, ça a plus démarré sur cette notion de prepper qui avait énormément de réserves, beaucoup d'armes et qui les défendait chèrement. En France, effectivement, je ne vois que très très peu de survivalistes revendiqués qui parlent de cela en disant que voilà, ils ont un bunker, qu'ils ont des conserves et des flingues. C'est très très rare. La plupart d'entre nous, on est plutôt du genre à se préparer et à faire un potager, à avoir effectivement des réserves, pas de soucis, etc. Le survivalisme va consister à se préparer à tout type de situation catastrophe. Là, à la rigueur, je suis plus d'accord avec la définition. Présente cependant Guide Survivalisme, un des nombreux sites qui portent cette mouvance en France. Alors je déteste le terme de mouvance, puisque le djihadisme, par exemple, est une mouvance, mais je trouve pas ça cohérent pour le survivalisme, parce que finalement, il y a même beaucoup de gens qui sont survivalistes et qui ne se revendiquent pas comme tels. Quelqu'un qui a un potager, qui a toujours des réserves, qui fait tout lui-même, un petit peu comme nos anciens, finalement, c'est un survivaliste, mais on va dire que ce terme est un peu générique. Bref. En pratique, il est notamment évoqué des solutions pour pouvoir vivre sans électricité, sans centres commerciaux, sans hôpitaux et ainsi de suite.
Jusque-là, ça va. La doctrine est née aux États-Unis en anticipant un réchauffement de la guerre froide, présente Bertrand Vidal, sociologue à l'université Paul Valéry. Quand le mouvement est arrivé en Europe, il s'est coloré d'autres peurs, la possibilité d'une catastrophe écologique, économique, et avec la pandémie de virus qui mettrait fin à nos modèles de société. Tout à fait. Plusieurs tendances se distinguent au sein de la mouvance, précise le sociologue. Pour certains survivalistes, l'autonomie passe par l'apprentissage de techniques ancestrales de survie, comme le fait de savoir faire du feu ou se nourrir. Alors déjà, ce qui est très bien, c'est que contrairement à beaucoup d'autres médias, ils n'englobent pas tout le monde dans le même moule. Là, ce qu'on voit, c'est que finalement, il n'y a pas ce côté les survivalistes c'est ça. Ils distinguent quand même le fait qu'il y ait plusieurs tendances. Donc déjà, ça c'est pas mal. Pour d'autres, cela implique aussi une formation au combat et au maniement des armes. C'est vraiment la minorité. Identifié dans la lutte contre les dérives sectaires. En ce début d'année 2021, donc ça c'est ce qui m'intéresse, le mouvement se retrouve dans l'œil du cyclone. Dans un premier temps, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, à chaque fois que je prononce ce nom, j'ai des remontées acides, l'avait évoqué en présentant un rapport sur les nouvelles dérives sectaires. Il y a 500 nouveaux petits groupes sectaires qui se sont créés notamment à la faveur de thèses complotantes. Je sais pas qu'on peut dire complotante. On peut citer par exemple les crudivoristes. Oh, ah oui, les crudivoristes, c'est complotiste. Hein. Les survivalistes ou d'autres sectes de cette nature-là. Oh, nous les survivalistes, on est une secte, donc voilà. Les crudivoristes sont une secte. D'accord. Alors il faudrait aller voir, c'est bête, mais il faudrait aller voir un petit peu la définition de secte. Tiens, on va aller voir. On va aller voir sur Wikipédia. Hein. Alors, Wikipédia, secte. Désigne foncièrement en français moderne une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine philosophique, religieuse ou politique. En concurrence avec d'autres groupes et sans assumer une position dominante qui lui conférerait un monopole ou un caractère officiel. Le terme a pris dans plusieurs langues et particulièrement en français contemporain une connotation péjorative voire polémique, étant à y désigner à présent un groupe ou une organisation, souvent pas nécessairement à caractère religieux, dont les croyances, les pratiques ou le comportement sont jugés obscurs, inquiétants ou nocifs par le reste de la société. Ok. Donc, en gros, si on croit bien comprendre, donc le survivalisme est nocif pour la société. D'accord. Donc le fait que des personnes se préparent en ayant de l'autonomie alimentaire, qui seront donc moins des poids, des boulets en cas de gros problèmes d'effondrement, ou même pas forcément d'effondrement, mais de contraction de l'économie. Donc ces personnes-là sont des boulets, sont dangereux. Enfin, ne seront pas des boulets, pardon, et seront donc dangereux. Comme ils disent, le comportement jugé obscur, inquiétant ou nocif pour le reste de la société. Je n'arrive pas à comprendre en quoi le fait d'augmenter son autonomie et de ne pas être un poids en cas de contraction de l'économie ou autre, en quoi c'est jugé dangereux ou nocif pour la société. Je pense justement que les survivalistes seront moins nocifs pour la société, surtout en cas de problème. Et en temps normal, le fait d'avoir un jardin ou de se préparer à un effondrement, je vois pas en quoi ça peut être sectaire. Enfin, en tout cas, Marlène Schiappa, donc en même temps c'est Marlène Schiappa, hein, je pense qu'elle n'a pas compris la définition de secte. Et bref. Les hommes qui ont participé à l'enlèvement de Mia, une fillette de 8 ans kidnappée le 13 avril, étaient fichés par la Direction générale de la sécurité intérieure, notamment pour leur appartenance à ce mouvement. Ces derniers ont été sollicités via Internet par la mère de l'enfant qui n'avait pas le droit de la voir seule. Et donc c'est la fin de l'article. J'essaye de comprendre. Je trouve que cet article, globalement au début, est assez intéressant. Au début, on nous dit que finalement, il y a pas un survivalisme, il y en a plusieurs. Et ensuite, on passe d'un coup sur les dérives sectaires. Et on passe d'un coup sur l'enlèvement de la fillette. Je ne vois pas le rapport
Mais quel est le fucking rapport entre le fait d'enlever une fillette et le survivalisme? Il n'y a aucun rapport. Les mecs auraient tous été, je sais pas, dans un club d'échecs. Est-ce qu'on en aurait conclu que le fait d'être dans un club d'échecs était une dérive sectaire qui entraînait à enlever des petites filles commanditées par une maman? Alors pour le coup, cet article, je le trouve débile. Le début est intéressant, mais je ne comprends pas la transition. Bref. On va passer à un autre article, cette fois-ci sur France Culture, donc média très à gauche. On va voir comment ils en parlent. L'enlèvement de Mia, une fillette de 8 ans, a dévoilé un réseau se revendiquant survivaliste. Encore une fois, on ne voit pas le rapport. La mère, les kidnappeurs et l'organisateur du rapt témoignent tous de leur volonté de se placer en marge du système. Les survivalistes ne sont pas en marge du système, ils se préparent à un effondrement. Moi, le premier, je suis ce qu'on appelle un survivaliste, revendiqué. Je le dis toujours ouvertement. Je ne vois pas en quoi je me place pas en marge de la société. Je suis chef d'entreprise, ma femme travaille, on a un jardin, on a des poules, on a un petit peu de stock alimentaire, chose qui d'ailleurs est recommandée par le gouvernement. On va regarder ça d'ailleurs, ce qui recommandation stock alimentaire, gouvernement. Préparer son kit d'urgence, vous voyez, c'est sur gouvernement.fr. Hop. La crise est très souvent une situation d'urgence. L'élément déclencheur est la soudaineté de l'émergence d'une crise provoque une situation nouvelle face à laquelle il faut réagir vite. Anticiper en identifiant un lieu de rassemblement au préalable, en préparant un sac de médicaments ou une liste de numéros d'urgence, faire preuve de solidarité en identifiant les personnes susceptibles d'avoir besoin d'aide. Cet ensemble de gestes et de bonnes pratiques permettront de mieux vous protéger, de protéger vos proches. Alors, je ne vais pas le lire en entier, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Construire son plan d'urgence de quartier, précautions particulières pour les enfants, précautions particulières pour les personnes nécessitant des soins, assurer la sécurité de votre domicile, numéro d'urgence, numéro de personnes ressources, quelques bons réflexes, scénario d'évacuation, kit d'urgence. Ah voilà, on peut regarder un petit résumé. Kit d'urgence, il y a de l'eau, outils de base, nourriture de secours, lampe de poche, radio, bougie, trousse médicale, double de clés de la maison, double des clés de voiture, vos papiers d'identité, téléphone portable, argent liquide ou carte de crédit. Pensez également à des vêtements et des chaussures de rechange, du papier hygiénique et un essentiel d'hygiène personnelle, un sac de couchage, des jeux divers, bref, un sac plastique pour protéger les objets de valeur et les papiers importants, etc., etc. Donc là, ce qui me dérange, c'est que finalement, on nous dit que les survivalistes sont des gens qui se préparent en cas de problème, et là on nous dit se placer en marge du système, mais c'est le système lui-même qui nous demande de nous préparer. Je pense qu'il y a une légère contradiction. Et alors là, attention, on va mélanger le survivalisme avec complotisme, fin du monde, discours anti-système. Ok, donc dire qu'un système peut s'effondrer, c'est être anti-système. Déjà, c'est faux. Fin du monde, pas du tout. On parle de la fin de la société. Complotisme, je ne vois pas le rapport. Le coronavirus est un léger effondrement. C'est pas du complotisme, ça existe réellement. Enlevée le 13 avril, Mia, une fillette de 8 ans, a été retrouvée quelques jours plus tard en Suisse avec sa mère qui avait déclaré vouloir vivre en dessous des radars de la société. Donc là, jusque-là, aucun rapport avec le survivalisme, on est d'accord. Le profil de ces kidnappeurs interroge par ailleurs, réclamant leur appartenance à une mouvance dite survivaliste. Ils étaient surveillés par la DGSI depuis un certain temps déjà. S'ils sont surveillés par la DGSI, c'est peut-être qu'ils ont fait d'autres conneries. Peut-être que le survivalisme n'est qu'une des facettes de ces personnages. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que 3 personnes sont fans de sont au club de jeux d'échecs, si les 3 commettent un meurtre, c'est pas pour autant que le club de jeux d'échecs est le dénominateur commun. Alors, une image qui tranche avec celle des stocks de conserve et des techniques de survie dans la nature. Donc, encore une fois, ils éludent complètement le fait que la plupart des survivalistes, surtout en France, s'intéressent plutôt au jardinage, au bricolage et à avoir des poules. Propre à ceux qui se préparent à une fin du monde qu'ils jugent proche. Complotisme, effondriste ou terroriste, carrément,
Qui sont les survivalistes? Guillaume Erner. Non, merci. Guillaume Erner reçoit Bertrand Vidal, sociologue, maître de conférence à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, membre du laboratoire d'études et des recherches sociologiques et ethnologiques de Montpellier. Il est l'auteur de Survivalisme, êtes-vous prêt pour la fin du monde, paru aux éditions 2018, aux éditions Arquet. Alors je ne l'ai pas lu, mais il y a tellement de bouquins sur le survivalisme. Donc c'est celui-ci, je ne l'ai pas. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Il faut écouter l'émission, j'imagine. Ben, on va écouter. La question du jour, enlevée le 13 avril mi à une fillette de 8 ans, a été retrouvée quelques jours plus tard en Suisse avec sa mère qui avait déclaré vouloir vivre en dessous des radars de la société. Le profil de ces kidnappeurs interroge par ailleurs, réclamant leur appartenance à une mouvance dite survivaliste. Ils étaient surveillés par la DGSI depuis un certain temps déjà. Une image qui tranche avec celle des stocks de boîtes de conserve et des techniques de survie dans la nature propre à ceux qui se préparent à une fin du monde qu'ils jugent proche. Complotistes, effondristes ou terroristes, qui sont les survivalistes? Bonjour Bertrand Vidal. Bonjour. Vous êtes sociologue et maître de conférence à l'université de Paul-Valéry à Montpellier et vous avez notamment publié un livre intitulé Survivalisme, êtes-vous prêt pour la fin du monde? Alors au cours de l'enquête, 4 hommes ont été placés en garde à vue. Ils étaient déjà suivis par la DGSI en raison de leur appartenance à la mouvance survivaliste et c'est ça qui étonne un peu. Comment expliquer cette surveillance? Est-ce que les survivalistes peuvent constituer des profils potentiellement dangereux? Expliquez-nous Bertrand Vidal. Oui, c'est tout à fait possible, mais à ma connaissance, les survivalistes ne sont pas des terroristes. Bon, déjà, ça démarre pas trop mal, le mec est honnête. Ne sont pas des individus extrêmement dangereux. En fait, la plupart du temps, ils revendiquent un mot très accepté par tout un chacun, un mot très à la mode, le concept de résilience. Chez beaucoup d'entre eux, ce concept va signifier partir dans les bois, apprendre à vivre, à survivre avec le minimum, essayer en fait de retrouver un mode de vie au plus proche de la nature. Une nature un peu pensée de manière caricaturale, bien sûr, mais c'est vrai que chez d'autres aussi, un peu plus minoritaires, ce concept de résilience, chez d'autres plus radicaux, en fait, va être synonyme d'apprendre à se défendre, d'apprendre à se servir d'armes à feu, de manier des explosifs, par exemple. Là, par exemple, il y a quelque chose de complètement fallacieux. En quoi les survivalistes apprennent à manier des explosifs? En tout cas, j'en ai rencontré pas mal. Je trouve ça complètement ridicule. Aujourd'hui, on peut voir encore sur YouTube une vidéo du fondateur du mouvement, Kurt Saxon, qui nous apprend à fabriquer de la ricine, en fait. D'accord, donc là, ils sont en train de parler des survivalistes aux États-Unis, ce qui n'a rien à voir avec le survivalisme en France. Mais ce qu'il faut savoir... Autrement dit, un poison, je crois. Oui. Un poison, c'est ça, c'est exactement ça. Un poison, c'est l'individu a été inculpé pour incitation à la haine et terrorisme en fait. C'est un individu assez nauséabond. Hein. Déjà, ce n'était pas vraiment son nom, c'était un pseudo, Kurt Saxon, le Saxon brutal. Et derrière, il y avait tout le programme du survivalisme des origines, celui né dans les années 60-70, c'est-à-dire défendre les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, de la menace du moment, la menace que Kurt Saxon appelait la menace rouge. Ok, donc là, en fait, je pense que dans leur logiciel idéologique, ils n'ont pas compris que entre les années 70 et aujourd'hui, il y a eu quelques évolutions. La menace rouge, bon, n'existe plus. Je pense que elle a jamais vraiment existé d'ailleurs. C'est juste à l'époque, on va dire les médias finalement qui ont incité à cette peur de la menace rouge, hein, donc la menace russe. Et voilà, enfin, j'essaye de comprendre un petit peu leur raisonnement. Et là, moi, ce que je vois,
c'est que ils mélangent complètement tout. Ces mecs-là, enfin, ça n'a rien à voir. Et oui, parce qu'en fait, c'est cela qui est étonnant chez les survivalistes. Voilà, c'est toujours cette même généralisation, les survivalistes. En fait, c'est comme si je disais les musulmans pour parler des terroristes. C'est complètement ridicule. On peut se dire effectivement qu'ils prônent la résilience, qu'ils veulent apprendre à vivre dans les bois, ce qui a priori est inoffensif, mais bien souvent, cette vision du monde s'accompagne d'une certaine forme de complotisme. Voilà, c'est le mec n'y connaît rien, mais il nous sort que bien souvent, voilà, il n'a aucune statistique, il n'a rien étudié, bien souvent. Mais d'où bien souvent? C'est-à-dire que dans ce cas-là, je peux dire la même chose que je disais juste avant. C'est les musulmans, c'est pas bien méchant, ils vont à la mosquée, ils font leurs prières, mais bien souvent, voilà, ils pensent à poser des bombes et à tuer des gens au cri d'Allahu Akbar. C'est complètement ridicule. Ils ne feraient pas cet amalgame pour les musulmans, et moi non plus. Je ne vois pas pourquoi il se permet de le faire pour les survivalistes, alors qu'une minorité d'entre eux pensent comme ça. C'est complètement ridicule. Bertrand Vidal. Alors, je pourrais pas vous dire qu'il y a forcément du complotisme. Les survivalistes sont des individus qui vont qui vont raisonner d'une manière assez simple, on va dire, mais assez rapide. Oui, on est simplé, hein, bien sûr. Aussi, c'est qu'aujourd'hui est lourd de catastrophes, demain sera pire, donc il faudra la solution est toute simple, toute trouvée, c'était mieux avant. Donc ensuite il faut relever tous nos problèmes. Quels sont nos problèmes contemporains? Pour eux, ils appellent ça le système. Le système, c'est un avantage, ça veut tout et rien dire. Le système, c'est la finance mondialisée, c'est la société de consommation pour beaucoup qui fait de nous des assistés, des prisonniers du confort, mais c'est aussi les lobbies scientifiques, la corruption politique. Et donc c'est pour ça que face à des personnes très angoissées qui angoissent de l'avenir, en fait l'on peut trouver aujourd'hui l'émergence de certaines théories assez faciles, des prêt-à-penser, des théories complotistes. Bon, donc en fait leur but, comme d'ailleurs le but de la mère de Mia, cette petite fille qui a été enlevée, c'est de faire sécession avec le système. Donc ils prennent comme d'habitude un cas isolé, ce sont des propos rapportés, mais je suis même pas sûr qu'elle l'ait vraiment dit, hein. On n'a pas vraiment de preuves de ça, mais comme d'habitude, les propos sont détournés de leur sens et pour leur faire dire finalement ce qu'ils ne disent pas. C'est ça. Il y a cette idée de s'éloigner du système. Ils qualifient ça un système d'assistanat qui fait de nous des prisonniers du confort, qui fait de nous des spectateurs victimes. Jusque-là, bon, on est assez d'accord, hein. On est dans une société de confort dont on est spectateur. On est victime de cette société. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se plaignent d'en être victimes, hein. C'est pas une vue de l'esprit, hein. Les gilets jaunes, par exemple, c'est pas une vue de l'esprit. S'il y a eu ce mouvement, c'est que beaucoup de personnes se sentent lésées et victimes de cette société, à tort ou à raison. Mais n'empêche que c'est un ressentiment général et pas que chez les survivalistes. L'idéal, en fait, c'est de fuir. Ça fait partie de leur devise, en fait. Hein, il faut fuir la société pour survivre, mais aussi. Non, on ne fuit pas la société. On est dans cette société et on fait des choses à part. C'est pas parce qu'on n'est pas en adéquation complète avec cette société qu'on la fuit. À quel moment on fuit la société ? Aussi pour se retrouver soi-même, pour se retrouver nous-mêmes, parce que ce sont des individus aussi qui, s'ils se racontent des histoires d'apocalypse, ils sont aussi en quête de sens. Ils sont en quête de sens parce que ces histoires, en fait, leur permettent de sortir d'un quotidien assez ennuyeux, vécu pour eux sous les modalités de l'ennui. Mais encore une fois, mais c'est une généralisation absolument absurde. La plupart des survivalistes que je connais, et j'en connais quelques-uns, ont une vie bien moins ennuyeuse que la plupart des gens. La plupart d'entre nous, on n'est pas dans le schéma métro, boulot, dodo. C'est complètement ridicule. Mais d'où ? Mais à quel moment ? À un moment, est-ce qu'ils pourraient pas interroger des survivalistes
À quel moment on arrive au survivalisme par ennui? C'est complètement ridicule. Moi, je pense que c'est un sursaut de lucidité qui nous fait aller vers le survivalisme. À quel moment on s'ennuie? Fait de métro, boulot, dodo, Voilà, oui, mais la plupart des gens vivent le métro boulot dodo. Et les survivalistes, au contraire, ce sont des personnes qui ne s'ennuient pas. Après, est-ce que c'est par ennui qu'on y arrive? Bien sûr que non. La plupart d'entre nous y sommes arrivés en lisant, en s'informant, ou tout simplement en se rendant compte que notre quotidien était de plus en plus compliqué. Mais ça n'a aucun rapport avec l'ennui. En fait, j'ai l'impression qu'il mélange un petit peu tout dans un gloubi-boulga d'idées et de stéréotypes. C'est comme si on disait par exemple que tu deviens catholique parce que tu as peur de la mort. Ben oui, peut-être pour certains. Mais la plupart des personnes qui deviennent catholiques peuvent le devenir par conviction, par amour de Dieu, etc. Enfin, c'est quoi ces raccourcis stupides qui sont faits? prévisibilité. En fait, il se rêve aussi en survivant, en élu de l'apocalypse. Bon, et alors, quelles sont les origines de cette mouvance? Vous avez évoqué un auteur américain, Kurt Saxon. Qui sont les autres théoriciens du survivalisme et comment a-t-il évolué, Bertrand Vidal? En fait, le survivalisme est né, sous la plume de Donald Eugene Cisco, qui utilisait un pseudo, Kurt Saxon, le saxon brutal, dans les années 60-70, dans des magazines. Il a inventé ce terme, cette doctrine qui mettait en avant, en fait... Doctrine. Ok. On va voir la définition de doctrine. Alors, je sais ce que c'est qu'une doctrine, hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'aimerais voir la définition Wikipédia. Hein. On va dire que ça reste une source. Une doctrine est un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur ou un groupe d'auteurs. Les doctrines peuvent être considérées quelquefois comme fallacieuses, sophistiques et ou dogmatiques, de par leur origine religieuse ou mythologique. Elle a une dimension idéologique qui peut être d'ordre politique, juridique, économique, religieuse, philosophique, scientifique, social, militaire, etc. Ok, je leur concède qu'on peut parler de doctrine. Doctrine politique. Selon lui, l'idéal du pionnier du Far West, excusez mon vocabulaire, mais cela consistait à se débrouiller, comme on dit, avec sa bite et son couteau, avec le minimum possible pour survivre à cette menace qu'il identifiait, la possibilité d'un réchauffement de la guerre froide et d'une attaque sur le sol nord-américain de l'URSS. Cependant, on peut voir que le mouvement en fait évolue au gré et au fil des peurs collectives. Bien sûr, dans les années 70-80, il y a eu le spectre de la récession économique, pénurie pétrolière. Le mouvement a changé. Certains théoriciens survivalistes, si je me souviens bien, Harry Browne, préconisaient de stocker de l'or, de stocker des matières précieuses. Beaucoup. Juste une petite aparté, stocker de l'or, stocker des matières précieuses, c'est ce que font énormément de personnes fortunées, notamment en achetant des matières premières à la bourse, de manière spéculative ou pour, on va dire, sécuriser leur épargne. Donc, je trouve ça absolument ridicule d'attribuer ça aux survivalistes. Finalement, c'est toutes les personnes qui veulent préserver un minimum leur patrimoine et assurer un avenir en cas de difficultés économiques. Ou préconiser aussi de se terrer dans un bunker et parfois d'accumuler des vivres, des munitions. Donc là, on parle bien entendu des preppers américains. L'image d'Épinal qu'on connaît du survivaliste, en fait, terré dans son bunker, surarmé, attendant l'apocalypse. Cependant, à partir des années 2000, plus précisément 2010, en tout cas en Europe, quand le mouvement arrive, s'implante plus précisément en Europe, en France. Précision, 2010, année de l'édition de Survivre à l'effondrement économique de Piero San Giorgio. Donc, pour le coup, il n'a pas totalement tort. C'est le moment où on va dire que le survivalisme a vraiment commencé à bien percer en France. On va dire dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Bien entendu, des gens qui ont des stocks alimentaires et qui essaient d'être autosuffisants, ça existe depuis toujours.
Les peurs ont relativement changé. On est dans de nouvelles peurs. On a connu la crise de 2008, la crise économique, et on est en train d'appréhender aussi l'angoisse écologique, l'angoisse d'un changement climatique. Changement climatique avéré quand même, avec un consensus scientifique et des constatations des personnes sur le terrain depuis quand même pas mal d'années. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le survivalisme ne touche plus du tout une seule population, plus les WASP originelles, et quelle que soit son origine géographique, quelle que soit son origine sociale, on peut être touché par ces deux crises que sont la crise économique et la possibilité d'une crise environnementale. Ce que je constate, c'est que donc ce monsieur Bertrand Vidal, sociologue, qui a écrit Survivalisme, êtes-vous prêt pour la fin du monde, je le trouve relativement honnête dans son analyse. Je tiens à le préciser, c'est assez agréable quand même de voir que c'est un monsieur qui a quand même pas mal de nuances dans ses propos. Tout le monde peut devenir survivaliste, tout le monde peut être touché par cette nouvelle angoisse, et le mouvement change radicalement. Alors là, pour le coup, je lui concède une chose, c'est que la recherche d'autonomie et le survivalisme traduit peut-être effectivement une certaine forme d'angoisse. Après, en soi, comme on dit, un homme averti en vaut 10, et se préparer à quelque chose, même si ça ne doit pas arriver, reste quelque chose de très intéressant et de logique. C'est-à-dire que si quelque chose devait advenir et que vous êtes prêt, en fait, finalement, c'est du bon sens. Et l'angoisse, la peur, a toujours été un moteur très puissant pour toutes les espèces, finalement. C'est pourquoi certains animaux stockent de la nourriture, c'est dans l'angoisse de manquer plus tard. Donc finalement, c'est un réflexe naturel. Et dans l'angoisse, il y a deux possibilités. Soit vous allez commencer à déprimer et consommer des anxiolytiques, soit deuxième option, vous allez finalement ne pas angoisser et trouver des solutions. C'est ce qu'on appelle le survivalisme. Donc que ça naisse d'une angoisse, je suis d'accord. Après, c'est une solution anti-angoisse. C'est à préciser quand même. Tend même à se démocratiser, on pourrait dire. Je vous rappelle aujourd'hui que le salon du survivalisme, par exemple, qui a lieu tous les 3 ans, malheureusement, qui a lieu depuis 3 ans, qui malheureusement, petit lapsus, malheureusement, depuis la pandémie n'a pas eu lieu. Ce qui donne encore plus raison aux survivalistes. Bien sûr, la pandémie, en fait, c'est cette montée d'angoisse permanente que nos sociétés connaissent, subissent, donne raison aux discours, aux fictions survivalistes. C'est de la logique. C'était de la fiction, effectivement, peut-être à une époque, puisque ça n'était pas arrivé, mais à partir du moment où ça arrive, on n'est plus dans le domaine de la fiction. Finalement, c'était de l'anticipation. Mais je vous disais, le salon du survivalisme est appelé et sous-titré autonomie et développement durable aujourd'hui. Donc on est face à quelque chose d'assez nouveau, de beaucoup plus soft, de beaucoup plus modéré qu'à ses origines. Il n'en demeure pas moins que si ce sont des individus qui restent dans la fiction, qui se racontent des histoires de fin du monde plus palpitantes que leur quotidien, avec la pandémie, avec les crises que nous connaissons, ces discours, ces fictions ont beaucoup plus d'écho dans nos sociétés aujourd'hui. Il faut avoir une... J'adore, c'est qu'il traite encore de fiction, ce qui finalement aujourd'hui est déjà une réalité. C'est là que c'est assez fallacieux quand même, c'est que ils arrivent encore, alors que nous sommes en plein effondrement de notre société, même si on va dire qu'il y a une certaine résilience de notre société, ils sont encore à dire que c'est de la fiction. C'est-à-dire que pour eux, ils traitent de complotistes les gens qui ne croient pas à la crise du Covid, mais eux-mêmes admettent que la crise du Covid n'est pas une fiction. Enfin, c'est très contradictoire quand même. C'est-à-dire que ils traitent de complotistes, ceux qui disent que la crise du Covid n'existe pas, nanana, mais eux-mêmes sont en train de dire que c'est de la fiction. Enfin, c'est assez rigolo quand même de voir comme ils arrivent à se contredire. D'un côté, ce qu'ils disent c'est de la fiction, et quand ça arrive, ouais, mais c'est des complotistes ceux qui disent que c'est de la fiction. Ouais, c'est assez rigolo cette ambivalence.
Une longue vie, merci beaucoup Bertrand Vidal. Je rappelle que vous êtes sociologue et vous avez notamment publié Survivalisme, êtes-vous prêt pour la fin du monde aux éditions Arquet, 7h23 sur France Culture. La question du jour. Donc du coup, moi ce que je constate, c'est que ce journaliste de France Inter n'a fait que reprendre certains propos pour les moquer. Le gars était France Culture, pardon. Et le gars était assez cohérent. Je trouve que c'est correct. On va pas lire tous les articles en détail. On va essayer de les survoler un petit peu, puisque sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais je pense que ça reprend la même chose. Donc ça, c'est un ancien article où c'était introuvable. Alors, enlèvement de Mia, ça c'est intéressant. France Info, certains survivalistes sont dans une logique d'effondrement volontaire et peuvent être dangereux, selon un ancien négociateur du raid. Le survivalisme dont certains suspects impliqués dans l'enlèvement de Mia sont des adeptes peut être une notion dangereuse si ceux qui la pratiquent adoptent une logique d'effondrement volontaire, révèle Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID. Il y a des survivalistes optimistes. Encore une fois, il y a toutes les personnes, on va dire tous les intervenants qui ont des choses intéressantes à dire, sont plutôt à dire qu'il ne faut pas amalgamer tous les survivalistes, alors que dans les titres, des fois, bon, là ils disent certains survivalistes, donc c'est plutôt pas mal, mais globalement, voilà, ils reprennent tous la même chose, devient le survivalisme, etc. On va essayer de voir s'il n'y a pas des articles, enlèvement de Mia, l'hypothèse survivaliste, une opération préparée de façon minutieuse et précise, mais finalement ça n'a aucun rapport avec le survivalisme. Un suspect d'y avoir voulu sauver la vie de l'enfant. Une mouvance qui intéresse aussi Mivilude. On va lire c'est. Même si elle avait déclaré vouloir vivre en marge de la société, rien ne dit que la mère de Mia appartenait à cette mouvance. Déjà, globalement, c'est assez honnête. Hein. Finalement, il n'y a que Marlène Schiappa qui raconte que des grosses conneries là-dessus. Qui intéresse aussi la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Dans une note... Mivilude. On aime trop les acronymes en France. Dans une note remise au gouvernement et consultée mercredi 24 février par l'AFP, l'organisme a évoqué des survivalistes parmi les nouvelles tendances de dérive sectaire. Parmi ces derniers, on trouve des individus politiquement ancrés très à droite, mais également de l'ultra-gauche, eu égard à la défiance omniprésente contre l'État et les institutions. Mais c'est tout le monde, en fait. C'est là que c'est débile. Tout le monde est en pleine défiance contre le gouvernement. Que les gens soient de droite ou de gauche, tout le monde en a ras le cul de ce gouvernement à la con. Ça n'a rien à voir avec le survivalisme, finalement. Le Figaro, qui est quand même un journal plutôt à droite, qu'est-ce qu'il raconte ? 3 hommes de la mouvance survivaliste. Une mère antisociale. Une mère antisociale. Ce qui n'a rien à voir avec le survivalisme. Des ravisseurs survivalistes à la Arsène Lupin. Le lendemain de l'enlèvement de la petite Mia, 3 suspects sont interpellés dans la région parisienne par les gendarmes de la section de recherche de Nancy avec appui du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Tous sont issus de la mouvance survivaliste et complotiste et se trouvent dans les radars de la direction générale de la sécurité intérieure. Le premier individu âgé de 58 ans est interpellé à son domicile boulevard Jean Jaurès, dans le 19e arrondissement de Paris. Les enquêteurs découvrent dans ces affaires un script qui décrit comment se faire passer pour un éducateur devant la grand-mère de Mia. C'est absolument ridicule. Il n'y a aucun rapport avec le survivalisme. Lors de sa garde à vue, la quinquagénaire se présente aux enquêteurs comme un dissident et résistant à la barbarie du système. Toujours aucun rapport avec le survivalisme. Interrogé sur l'enlèvement, il le revendique comme ses complices, s'estimant fier d'avoir permis à une petite fille de retrouver sa mère et dénonçant les placements d'enfants réalisés selon lui de manière abusive. Toujours aucun rapport avec le survivalisme. Affirmant agir à la Arsène Lupin, il refuse de donner aux enquêteurs tout élément permettant de localiser la mère. Vous remarquerez que des ravisseurs survivalistes à la Arsène Lupin, il n'y a pas un moment, pour l'instant en tout cas, où il ne parle de survivalisme.
Un second individu, un homme âgé de 23 ans, est également interpellé mercredi en Seine-et-Marne, à Varennes. Ce dernier implique aux enquêteurs avoir agi dans le but de sauver la vie de l'enfant, mais reconnaît qu'il a pu être manipulé. À son domicile, des éléments susceptibles d'être utilisés pour des explosifs sont retrouvés. Ils seront exploités plus précisément dans le cadre de la procédure initiale diligentée par le parquet national antiterroriste. Pour information, vous avez à peu près tous dans vos placards de quoi fabriquer des explosifs, ce qui n'a mais aucun rapport avec le survivalisme, encore une fois. Troisième personne âgée de 60 ans est interpellée au Lilas, en Seine-Saint-Denis. Les 3 individus ont été conduits dans les locaux de la section de recherche de Nancy. Tous qualifient l'enlèvement d'exfiltration. Un 4e a été interpellé en Meurthe-et-Moselle et a été placé en garde à vue jeudi. Enfin, un 5e suspect, on parlait de 3, on en est à 5, a été interpellé vendredi à Amancé, dans le Doubs, a révélé dimanche le procureur de la République de Nancy, François Perrin. Cet homme âgé de 43 ans est suspecté d'avoir participé à la préparation de l'enlèvement. Ces 5 hommes seront présentés dimanche matin à un juge d'instruction de Nancy en vue de leur mise en examen, a confirmé samedi soir le parquet dans un communiqué. De nombreuses interrogations concernant le lien entre la mère de famille et ses ravisseurs survivalistes persistent. Il place survivaliste alors que ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit avant. En fait, c'est juste histoire de mettre le mot survivaliste dans l'article. Si l'hypothèse de la mère comme principale instigatrice de l'opération prédomine, les enquêteurs s'interrogent également sur le rôle du père. D'après une source policière, celui-ci entreprenait des liens avec la mouvance survivaliste et l'ultra-droite, alors même que la mère appartiendrait plutôt à l'ultra-gauche et aurait fait partie du mouvement des Gilets jaunes. Ah, ça y est, alors je me doutais qu'à un moment ça viendrait. On englobe tout le monde. Survivaliste, ultra-droite, ultra-gauche, gilets jaunes dans un gloubi-boulga. Il n'y a aucun lien qui n'est avéré, mais ils sont capables, par des procédés complètement fallacieux, de faire un lien entre les deux. Les ravisseurs, eux, encourent la prison à perpétuité pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans. Je crois que mon enfant vient de rentrer à la maison. Bref. Voilà. Pour ceux qui disent qu'il y a... C'est super. Me revoilà. Désolé pour cette petite interruption. Les joies de la parentalité. Bref. Donc tout ça pour conclure. Donc on a vu dans plusieurs articles et la plupart sont de la même trempe. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y avait finalement dans ces articles que soit 2 choses. La première, des affirmations qui n'ont aucun rapport avec le survivalisme. Soit, on l'a vu notamment avec France Culture, une vision très caricaturale et idéologique de ce que pouvait être le survivalisme. Bref, pour résumer un petit peu cette affaire, je pense que comme beaucoup d'autres affaires, ça va être vite étouffé. Il n'y aura pas grand-chose finalement. Il y a juste sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, c'est un de mes abonnés qui m'a prévenu, où il parlait que les survivalistes allaient être fichés S. Alors je me suis renseigné depuis, et il y a plusieurs niveaux de fiches S. Et on va les regarder très rapidement. Ah merde. Tac. Et donc, comme on peut voir, il y a... Il faut que je retrouve l'article. Il y a 17 niveaux de fichiers S. Quand vous êtes, par exemple, au niveau 14, vous êtes djihadiste. Je pense tout simplement que ce qui va se passer, c'est que suite à cette affaire, vu que ces personnes ont un lien qui est encore à démontrer avec le survivalisme, finalement, je pense que les survivalistes revendiqués, comme je le suis et comme d'autres, vont être fichés S à très bas niveau. C'est-à-dire que, comme on voit ici, différents types de fichiers S existent, de S1 à S17. Ces chiffres ne correspondent pas à des niveaux de dangerosité, explique le site officiel stopdjihadisme.gouv.fr. Il renvoie à des types de profils, au genre d'informations à recueillir et aux actions à entreprendre lors d'un contrôle par les forces de l'ordre. En tout, il y a 25 000 personnes avec une fiche S, faisant savoir en novembre 2017
le ministère de l'Intérieur. L'identité de la personne recherchée, son signalement et éventuellement sa photographie. Le motif de la recherche et sa conduite à tenir en cas de découverte figurent sur la fiche. En gros, ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes qui se mettent en avant et qui se revendiquent comme survivalistes vont avoir un niveau probablement très bas, S1, S2, qui vont juste indiquer, voilà, on a eu des problèmes à la marge avec une ultra minorité de survivalistes. Les survivalistes vont être fichés très bas s'ils ne présentent pas de problème. Je prends mon cas personnel, aucun casier judiciaire, je suis quelqu'un de très calme et de très sérieux. Toutes mes armes sont légales et déclarées. Je suis chef d'entreprise. J'ai une famille avec des enfants. J'ai jamais eu de problème avec la justice. Finalement, ce qui va se passer, c'est que même dans mes vidéos, je ne tiens jamais de propos extrêmes. Je vais être classé au plus bas. Et en cas de problème, ils diront oui, mais ce monsieur-là était fiché S parce que survivaliste. On va dire que quelqu'un qui se tient à carreau finalement peut être fiché S très facilement, tout simplement parce qu'il y a le rapport avec quelqu'un qui, dans ces cas-là, je suppose que la majorité des musulmans sont fichés S, puisque certains musulmans djihadistes ont posé des problèmes. Sauf que moi, quand je vois qu'il y a 25 000 fichés S en France en novembre 2017, finalement, c'est qu'ils fichent pas tous les musulmans en tant que djihadistes, enfin en tant que fichés S, pardon. Et je pense que pour les survivalistes, finalement, ce sera la même. Ce sera les personnes les plus extrêmes, les personnes ayant revendiqué le survivalisme d'une façon, on va dire, qui peut être considérée comme dangereuse, qu'ils seront. Bref, encore une fois, même si vous avez peur de ça, je pense qu'il y aura rien. Agissez comme tous les survivalistes agissent, enfin la majorité des survivalistes agissent. Je vais pas généraliser non plus dans l'autre sens. Agissez de manière simple, préparez-vous avec un potager, des poules, essayez de vous préparer au premier secours, etc. Et il n'y aura absolument aucun souci. Finalement, je pense que on n'est pas mis sur écoute parce qu'on est fiché S niveau 1, 2, 3, etc. Je pense que pour vraiment avoir des soucis, il faut être fiché S relativement haut. Bref. Fini pour aujourd'hui. On a pas mal parlé de cette affaire Mia qui finalement est une non-affaire. On se rend compte que les rares invités dans les différents journaux et dans les différentes interviews finalement ne font qu'aller contre l'avis des journalistes dans leur grande majorité, enfin on va dire des éditorialistes. Et donc du coup, les gens qui s'arrêteront au titre vont commencer à avoir peur du survivalisme, les gens intelligents vont se renseigner un petit peu plus, et je pense qu'il n'y aura pas de grandes répercussions à cette affaire. En tout cas, j'espère que cette analyse vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, mettez un petit pouce bleu histoire de m'aider au référencement, et on se retrouve très prochainement pour d'autres analyses d'articles autour du thème de l'autonomie, du survivalisme, mais principalement de l'effondrement. Salut tout le monde, portez-vous bien.